Une architecture invisible, le secret de la monnaie de la réserve fédérale à la centralisation mondiale. Quiconque cherche à comprendre le moment précis où la liberté humaine s'est effacée devant une structure de contrôle invisible commet souvent l'erreur de chercher des bruits de bottes, des révolutions violentes ou des coups d'État spectaculaires. L'histoire moderne suggère une réalité beaucoup plus subtile, presque feutrée. Les véritables cages de la société contemporaine ne se construisent pas par la force, mais par le langage de la stabilité, du progrès et d'une rationalité économique moderne apparemment incontestable. Si dans le silence des conseils d'administration, la discrétion de wagons de chemin de fer privés et l'isolement d'îles lointaines que les fondations du système actuel ont été jetées, alors même que les populations ordinaires tentaient simplement de mener leur vie quotidienne. L'édification de ce réseau d'influence s'est faite de manière si progressive, si patiente, sur plusieurs générations, que la mémoire collective a fini par oublier qu'il avait pu exister un modèle de vie économique. Aujourd'hui, chaque transaction financière, chaque unité monétaire épargnée ou empruntée s'inscrit dans un cadre mondialisé que personne n'a jamais validé par un vote démocratique. Ce mécanisme sophistiqué semble conçu non pas pour servir la collectivité, mais pour imposer sa propre pérennité au détriment de l'indépendance humaine. Pour remonter le fil de cette transformation, il convient de s'arrêter sur une date charnière de l'histoire financière, le 23 décembre 1903. Ce jour-là, alors qu'une grande partie des membres du Congrès américain avaient déjà quitté la capitale pour les fêtes de fin d'année, la loi créant la réserve fédérale fut signée. Cet événement ne représentait pourtant pas un point de départ isolé, mais plutôt l'aboutissement d'une stratégie de longue haleine. L'opposition politique et financière qui aurait pu freiner ou bloquer une telle centralisation du pouvoir monétaire s'était mystérieusement affaiblie, notamment après la disparition tragique de plusieurs figures de la haute finance opposées à ce projet, survenu l'année précédente lors du naufrage du Titanic. Cet accident maritime majeur s'intègre ainsi dans une suite de coïncidences temporelles frappantes. La mise en place de la réserve fédérale s'inscrit dans un schéma historique beaucoup méticuleusement élaboré, dont les ramifications s'étendent sur des siècles et continuent d'influencer directement la valeur du travail et de l'épargne actuelle. Il ne s'agit pas d'une simple chronique ou marisuétive, mais d'une analyse profonde sur la création de la valeur d'échange, son contrôle exclusif et les dynamiques structurelles visant à interdire toute contestation publique de sa légitimité. Pour mesurer l'ampleur de ce qui a été modifié, la recherche historique invite à observer l'organisation socio-économique qui prévalait avant cette uniformisation. Au début du XIXe siècle, que ce soit en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne ou en Europe continentale, la gestion de l'argent revêtait un caractère essentiellement local et décentralisé. Le système horizontal de l'époque se caractérisait par une multitude d'institutions bancaires régionales, par exemple en Ohio ou en Virginie, émettant leurs propres billets de banque. Ces titres de crédit reposaient sur des réalités tangibles et mesurables, telles que les réserves d'or, d'argent métal, les titres fonciers ou les productions agricoles concrètes. La relation entre le banquier et ses déposants reposait sur une proximité géographique et humaine immédiate, garantissant une forme de responsabilité mutuelle. Certes, ce modèle décentralisé suffit d'imperfections évidentes, marqué par des paniques bancaires locales, des faillites soudaines et l'émergence d'établissements spéculatifs émettant parfois plus de papier que leurs réserves réelles le paillaient. Toutefois, ces défaillances possédaient une caractéristique essentielle, réelle demeurait strictement circonscrite. La faillite d'un établissement au Tennessee n'entraînait pas l'effondrement des places financières de Londres, de Paris ou de Hambourg, car la fragmentation globale agissait comme une isolation naturelle contre la contagion systémique. L'examen attentif des correspondances privées, des archives législatives et des documents d'époque révèlent une constante surprenante. Les critiques les plus virulents et les mieux financés de ce système bancaire local n'étaient pas les citoyens ordinaires, les agriculteurs spoliés par des faillites ou les petits commerçants touchés par des billets dépréciés.
Les attaques provenaient invariablement des plus grands opérateurs financiers de l'époque, des hommes à la tête de capitaux considérables connectés aux grandes maisons bancaires européennes. Ces acteurs d'envergure internationale comprenaient parfaitement l'intérêt d'éliminer la concurrence locale et fragmentée pour asseoir leur suprématie. Cette observation soulève une question fondamentale que l'historiographie officielle tend à éluder si l'ancien système était intrinsèquement chaotique et néfaste pour la nation. Pourquoi ses opposants les plus acharnés se recrutaient-ils exclusivement au sommet de la pyramide financière plutôt qu'à sa base? La recherche montre que cette opposition ciblée répondait à une logique de concentration de pouvoir bien plus qu'à un souci de protection du bien public ou de stabilisation économique globale. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle témoignent d'une accélération notable de cette dynamique travers le monde industrialisé. En 1866, la Reichsbank consolida les fonctions monétaires de l'Empire allemand, imitées plus tard par d'autres nations majeures, jusqu'à la création de la Réserve fédérale américaine, fully atomique bancaire de 1907. Cette succession d'événements ne doit pas être lue comme une évolution naturelle de la science économique, mais plutôt comme une campagne méthodique destinée à résoudre une question centrale, la détention exclusive du droit de créer l'instrument d'échange. Une banque centrale dépasse largement la simple fonction technique de prêteur de dernier ressort ou d'outil de régulation économique. Elle possède la prérogative absolue de déterminer la quantité totale d'argent en circulation. En contrôlant cette masse globale, une telle institution maîtrise indirectement, par le jeu mathématique de l'offre et de la demande, le prix de l'ensemble des biens et des services. L'expansion du crédit stimule artificiellement l'activité commerciale, tandis que sa contraction provoque des faillites en cascade, non pas en raison d'une mauvaise gestion des entreprises, mais parce que le moyen de paiement lui-même a été délibérément rendu rare. La rhétorique officielle justifie cette concentration du pouvoir en affirmant que la gestion de la monnaie est une tâche trop complexe et dangereuse pour être d'instiller à la dérive gamme dispersée. Pourtant, cette explication occulte un mécanisme de protection inhérent à la décentralisation. Lorsque la capacité de générer le crédit est répartie entre des centaines de banques régionales ou gouvernements locaux, aucun acteur unique ne dispose d'un levier suffisant pour manipuler l'ensemble du système à des fins d'extraction de richesses coordonnées. En revanche, dès lors que cette puissance financière se trouve unifiée au sein d'une seule entité ou d'un réseau interconnecté d'institutions agissant de concert, le levier devient opérationnel et l'économie entière devient dépendante des décisions prises par les quelques dirigeants placés à son sommet. Les archives monétaires illustrent parfaitement cette transition, montrant la disparition progressive de centaines d'instruments financiers légitimes, tels que les certificats d'or ou d'argent émis directement par l'État, au profit d'un monopole institutionnel unique qui s'est installé sans heurts majeurs par l'application successive de réglementations décourageant les alternatives locales. La disparition du certificat d'argent américain constitue un exemple emblématique de cette stratégie d'effacement graduel. Cet instrument de paiement, émis par le Trésor public et garanti par des réserves physiques de métal précieux détenues dans les coffres de l'État, fonctionnait de manière autonome, sans nécessité d'intermédiaires privés ni générer d'intérêt au profit d'une tierce institution. Utilisé massivement par la population pour sa stabilité, ce titre fut définitivement supprimé sans eux. Les rapports officiels de l'époque ne mentionnent aucune demande populaire en faveur de cette suppression, ni la moindre instabilité causée par son utilisation. En revanche, l'analyse des archives économiques met en lumière une pression discrète mais constante exercée par les syndicats bancaires durant les décennies précédentes. Argumentée au nom de la modernisation, de la simplification administrative et de l'alignement indispensable sur les normes financières internationales, cette réforme mit fin à un concurrent direct du billet de banque privée. Les discussions autour de ces transformations majeures se déroulèrent en grande partie loin des débats publics approfondis, imposant un silence institutionnel remarquable sur des choix politiques pourtant cruciaux pour l'avenir démocratique des nations.
Pour saisir pleinement l'impact de ce modèle de contrôle, il importe d'analyser la nature même de la monnaie moderne. Dans le système économique actuel, la création de devises par une banque centrale ne s'effectue pas sous la forme d'une dotation de ressources publiques gratuites destinées à l'État ou aux citoyens. Elle s'opère presque exclusivement par le canal du crédit. L'argent intègre le circuit économique sous forme de dette contractée, une dette assortie par définition d'un taux d'intérêt déterminé. Ce principe de fonctionnement, document sancté par l'annuel de macroéconomie, emporte une conséquence logique souvent passée sous silence, la somme totale des dettes à rembourser, combinant le capital initial et les intérêts cumulés, s'avère mathématiquement supérieure à la quantité globale de monnaie existant dans l'économie. L'argent nécessaire au paiement des intérêts n'ayant jamais été créé lors de l'émission initiale, le système souffre d'une asymétrie structurelle permanente. Cette réalité comptable implique que la collectivité économique ne peut solder l'intégralité de ses dettes simultanément sans protéiner une faillite inévitable. Pour chaque emprunt soldé avec succès, un autre acteur économique se trouve poussé au défaut de paiement en raison de la rareté intrinsèque de la masse monétaire en circulation. Cette dynamique structurelle permet d'éclairer le déroulement des grandes crises financières qui ont marqué l'histoire moderne, de la Grande Dépression des années 30 aux secousses de 1920 et au-delà. Le scénario se répète avec une régularité troublante, une phase d'expansion agressive du crédit entraîne la hausse du prix des actifs et l'accumulation massive de dettes par les entreprises et ménages. Par la suite, sous couvert de décisions techniques présentées comme inéluctables pour juguler la surchauffe économique, les autorités monétaires procèdent à une contraction du crédit, devenue rare. La monnaie fait défaut aux débiteurs qui se trouvant dans l'incapacité d'honorer leurs engagements contractuels, entraînant la saisie de leurs biens réels au profit des créanciers. Ce mécanisme engendre un transfert massif de richesses des classes moyennes et populaires vers une minorité d'opérateurs financiers d'envergure. L'issue de chaque crise, les réformes structurelles proposées par les cercles dirigeants préconisent invariablement une centralisation accrue des pouvoirs de régulation, renforçant le rôle des institutions qui occupent le centre du système plutôt que de remettre en question leur légitimité ou d'envisager une décentralisation des pouvoirs. L'épisode de la fondation de la Réserve fédérale illustre parfaitement le degré de planification requis pour instaurer un tel système. 1 novembre 1906, un groupe restreint d'hommes d'affaires de premier plan prit place à bord d'un wagon de chemin de fer privé à la gare d'Hoboken, dans le New Jersey. Afin de préserver un anonymat absolu et d'éviter d'attirer l'attention de la presse, ces passagers voyageaient de nuit et s'interdisaient l'usage de leur nom de famille, s'interpellant humains par leur prénom. Leur destination finale était Jekyll Island, une île isolée au large de la Géorgie, abritant un club de villégiature très sélectif dont les membres appartenaient aux familles les plus fortunes de la nation. Durant une dizaine de jours, ces délégués travaillèrent à l'élaboration confidentielle du texte de loi destiné à réformer le système bancaire américain. Parmi les participants figuraient Nelson Aldrich, Frank Vanderly de la National City Bank, Henry Davison de la maison JP Morgan, Paul Rohrber de la firme Kuhn Loeb & Co., ainsi que Benjamin Strong, futur gouverneur de la Banque de réserve fédérale de New York. L'authenticité de cette réunion ultra-secrète fut confirmée des années plus tard par les participants eux-mêmes, notamment par Vanderlip dans les colonnes d'un grand magazine en 1935, précisant que le secret le plus absolu était indispensable pour éviter que le public ne rejette en bloc un texte rédigé directement par les dirigeants des grandes banques commerciales. Cette dissimulation assumée par les concepteurs du système pose une question lourde de sens quant aux objectifs réels de l'institution créée. L'argumentation technocratique postule que la paternité d'une loi importe peu face à son efficacité globale pour l'intérêt commun. Cependant, dès lors que les rédacteurs d'un projet d'une telle envergure estimant nécessaire de masquer leur identité par crainte d'un rejet populaire légitime, l'hypothèse d'une institution tournée vers le bien public mérite un examen critique rigoureux. C'est ici que s'entrecroisent les trajectoires de plusieurs grandes fortunes de l'époque qui s'étaient publiquement déclarées sceptiques
ou opposé au projet d'une banque centrale États-Unis. Benjamin Guggenheim, Isidore Straub et Jean-Jacob Astor ont compté parmi les hommes les plus influents du début du XXe siècle. En avril 1903, tous trois prirent place à bord du paquebot Rames Titanic et périrent lors du naufrage de l'embarcation dans l'Atlantique Nord. S'il convient d'écarter toute conclusion hâtive ou théorie infondée face à une tragédie maritime causée par des facteurs techniques et humains largement documentés, la recherche historique objective se doit de constater un fait brut, la disparition simultanée de ses opposants financiers de premier plan supprima toute capacité de financement structuré face au lobby bancaire, facilitant grandement l'adoption finale du texte législatif l'année suivante. L'analyse de l'évolution financière mondiale montre que la centralisation monétaire ne s'est pas limitée aux frontières américaines. En Indien 30, la création de la Banque des règlements Inzan à Bâle, en Suisse, marqua une nouvelle étape décisive dans l'unification des structures financières de la planète. Initialement conçue pour gérer le dossier technique des réparations de guerre allemande, le premier conflit mondial, cette entité se transforma rapidement en un carrefour stratégique unique, souvent qualifié de banque des banques centrales. La Banque des règlements internationaux jouit, en vertu d'accords versinaux spécifiques, d'une immunité juridique et fiscale exceptionnelle qui la soustrait en grande partie aux lois de la Confédération suisse. Ses locaux sont déclarés inviolables, ses archives demeurent inaccessibles aux audits externes des parlements nationaux et les réunions régulières des gouverneurs des principales banques centrales mondiales s'y déroulent sans que des procès-verbaux détaillés soient diffusés au public. Ce cadre d'action opaque complexifie considérablement la notion de responsabilité politique, car les dirigeants des banques nationales y adoptent des normes et des orientations macroéconomiques globales échappant totalement au contrôle des représentants élus de leurs pays respectifs. L'érosion continue du pouvoir d'achat constitue une autre dimension majeure de cette dynamique de centralisation, touchant quotidiennement des millions d'individus à leur insu. Depuis la créée réserve fédérale en 1830, le dollar américain a perdu environ 97% de sa valeur intrinsèque, un phénomène que l'on retrouve à des degrés divers dans l'ensemble des économies occidentales. La théorie économique conventionnelle présente cette inflation modérée et régulière comme un lubrifiant nécessaire à la croissance, incitant à l'investissement et à la consommation plutôt que la thésaurisation passive de la monnaie. Toutefois, l'observation empirique à long terme démontre que ce processus continu favorise de manière disproportionnée les détenteurs d'actifs tangibles, tels que l'immobilier, les terres agricoles, les portefeuilles d'actions, dont la valeur nominale s'ajuste mécaniquement à la hausse des prix. L'inverse, les salariés dépendants de rémunérations rigides et les ménages modestes disposant d'une épargne liquide voient leurs ressources réelles s'amenuiser d'année en année. L'inflation agit ainsi comme un mécanisme de transfert de valeur permanent, orchestré par des institutions financières structurellement déconnectées des impératifs de protection des économies populaires. L'un des défis majeurs pour l'historien ou le chercheur désireux d'étudier la genèse de ces institutions réside dans l'incomplétude systématique des registres officiels au moment clé la prise de décision. Que ce soit pour les délibérations préalables à la mise en œuvre de politiques monétaires d'urgence ou pour les modalités d'attribution de liquidités massives lors des paniques bancaires récentes, les procès-verbaux demeurent cryptiques, caviardés ou publiés avec des décennies de retard sous la contrainte de procédures judiciaires exceptionnelles. Cette opacité sélective contraste avec la transparence affichée par les institutions sur les sujets de second ordre. Les choix déterminants concernant le sauvetage d'états binciers majeurs ou la fixation de taux directeurs influençant l'épargne de millions de familles se trouvant ainsi soustraits à critiques citoyennes sous prétexte d'impératifs ou de stabilité systémique. Ce mode de fonctionnement à l'abri des regards a favorisé l'émergence d'une doctrine de l'interventionnisme permanent, consolidant la certitude pour les grands acteurs du marché financier qu'ils bénéficieront systématiquement d'un soutien institutionnel inconditionnel en cas de retournement économique majeur.
la disparition progressive des systèmes monétaires locaux au profit d'un modèle unique et mondialisé a entraîné une transformation profonde de la perception même de la richesse de la comté. Autrefois, malgré les crises locales et la volatilité inhérente aux banques régionales, la monnaie était perçue comme un outil civique de proximité, modulable et perfectible par la volonté des acteurs économiques locaux. Cette vision a été remplacée par un paradigme technocratique dominant, selon lequel la monnaie relève exclusivement d'une expertise scientifique hautement spécialisée, devant impérativement être protégée de toute interférence politique ou électorale. L'acceptation générale de cette doctrine de l'indépendance des banques centrales marque un tournant philosophique majeur. Les nations ont consenti à déléguer l'un de leurs pouvoirs les plus régaliens, la gestion de l'étalon de valeur, à des cercles d'experts nommés, immunisés contre les sanctions démocratiques ordinaires et évoluant au sein d'un réseau de relations institutionnelles privilégiées avec les géants de la finance internationale qu'ils ont théoriquement pour mission de superviser. Cette uniformisation des architectures monétaires à l'échelle de la planète au cours du XXe siècle demeure l'un des phénomènes les plus marquants de l'histoire économique contemporaine. Des nations aux traditions politiques, culturelles et sociales profondément divergentes ont adopté, en l'espace de quelques décennies, des banques centrales calquées sur un modèle unique doté du monopole d'émission des billets, de politiques de taux d'intérêt comparables et d'une intégration complète dans les réseaux de compensation mondiaux. Si les historiens officiels attribuent cette convergence à une simple efficacité tétanique naturelle, la rapidité et la globalité de cette transition suggèrent l'influence puissante de réseaux de socialisation d'élites, combinés aux conditions structurelles imposées lors l'octroi de grands prêts internationaux ou de réorganisations géopolitiques majeures. Le résultat final demeure identique, une perte d'autonomie financière pour les parlements nationaux et l'avènement d'un système où la souveraineté monétaire réelle s'estompe derrière les exigences de conformité aux standards économiques mondiaux, interdisant de fait toute alternative économique locale d'envergure. Dimistri comme tout en an. Buodertrus arsti wetin ilik en subscript de codam Whitman ex video.